Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans l'hebdomadaire. J'espère que vous allez bien en ce samedi 12 novembre 2022 malgré tout ce qui est en train de se passer sur le marché de la crypto. Dans cet hebdomadaire, je vais vous proposer un petit retour rapide sur FTX. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, mais on va faire un petit topo sur là où on en est, les risques qui en découlent et globalement la notion de contagion dont parle CZ. Ensuite, on va faire un petit tour sur le BTC pour regarder l'état, ce que l'on peut attendre notamment sur le CME. On va aller attaquer tout ce qui est gestion des liquidités et ensuite on va parler chiffres d'inflation avec les chiffres d'inflation qui ont été sortis cette semaine et l'impact que ça a eu sur le Nasdaq, le SP500, le DXY, l'oil pour regarder un petit peu comment ça se déroule et ensuite on va faire un petit topo sur l'état des obligations et l'impact que ça peut avoir sur l'ensemble du marché. Avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, likez, partagez la vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on est parti! On attaque tout de suite avec les nouvelles, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de l'histoire FTX, je pense que j'ai déjà souvent couvert ça, on va surtout attendre que ça se calme avant de pouvoir en tirer les conclusions, mais la dernière nouvelle, j'ai déjà donné des tweets dessus, mais FTX est en dépôt de bilan, ça y est, et c'est pas FTX tout seul, c'est tout ce qui est rattaché à FTX, FTX US aussi, FTX US, qui avait été défini comme étant liquide, qui n'avait pas bloqué les withdrawals jusqu'à maintenant. Et là, c'est fait, c'est bloqué, c'est fini. On est en dépôt de bilan. Au niveau des papiers des dépôts de bilan, on a pas mal de fausses informations qui sont en train de tourner. On parle de 50 milliards de déficit, alors que ce n'est pas le cas. C'est 50 milliards de dettes et non de déficit. Quand on regarde justement les assets, on est plus dans les alentours, comme on l'avait anticipé, entre 6 et 10 milliards de trous, ce qui est déjà suffisant et très très conséquent, voir comment ça va se dérouler, à savoir que Sam n'est plus CEO, il est descendu de charge, voir exactement comment ça va se dérouler avec la mise en place du dépôt de bilan et les différentes actions. On a déjà une petite idée au vu de ce qui s'est passé avec Celsius, au vu de ce qui s'est passé déjà historiquement, donc il va falloir être patient, je pense que c'est le plus important, et patient oui, mais a priori il y a des personnes qui ne le sont pas, étant donné que nous avons eu un hack de FTX, en tout cas ça a été signalé comme tel, et on a noté un départ de 600 millions de dollars de FTX, donc suite à ce hack, montant à confirmer, parce que j'ai lu 400, j'ai lu 800, j'ai eu 600, mais ce qui revenait le plus souvent c'était 600 millions de dollars. Ça va être confirmé on-chain bientôt, à vérifier si c'est vraiment un hack, est-ce que c'est pas quelque chose d'interne, est-ce que c'est pas quelqu'un qui n'en pouvait plus et en a profité du fait que les serveurs étaient en train d'être attaqués, bah, tout simplement vous imaginez bien que vu les blocages qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu certainement un certain nombre d'attaques efficaces qui ont été lancées sur les serveurs, donc à un moment donné c'est sûr qu'il y en a une qui passe, surtout quand on est en dépôt de bilan, donc à un moment donné le site était tombé, il est revenu, il est reparti, enfin on a un certain nombre de choses chaotiques qui se déroulent, donc forcément c'était à prévoir. Je pensais aussi que sur Celsius on allait avoir ça, mais non, a priori FTX a touché peut-être plus de monde, et encore une fois il va falloir prendre vraiment du recul sur cette affaire, parce qu'on risque d'avoir un certain nombre de contagions. CZ en a parlé, et je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup d'institutionnels et de projets qui avaient des fonds sur FTX ou qui utilisaient les produits FTX, risquent d'être vraiment affectés sur ce qui va se passer, donc il va falloir vraiment patienter, regarder et attendre que en effet un certain nombre de poissons remontent à la surface. Donc là-dessus, être patient et ne gardez pas sur les exchanges trop, voilà, gardez juste l'essentiel si vous souhaitez faire du DCA, mais le reste, tout ce qui a déjà été acheté, vous le sortez, vous le mettez en cold wallet, ou même sur un MetaMask, au pire, si jamais vous n'avez pas le temps de recevoir le cold wallet, voilà, sortez vraiment le non essentiel des exchanges, attendez que ça descende, et surtout, par exemple, évitez les blockchains qui sont natives aux exchanges. Ça, je pense que je ferai à un moment donné une vidéo dessus rapidement, certainement demain, sur le fait de ne pas sortir sur la BNB Chain, ne pas sortir sur Chronos, voilà, aller sur des blockchains qui sont à minima décentralisés, sur lesquels vous êtes sûr de récupérer à un moment donné vos fonds. Oui, ça peut coûter un petit peu cher sur les frais de transaction, mais c'est obligatoire
de passer de cette façon-là pour être sûr de garder ses fonds en période d'instabilité comme ça. Surtout qu'encore une fois, ce n'est pas parce que là actuellement la chute de FTX est actée qu'on ne va pas avoir un petit peu plus d'informations, avec plus de problématiques, donc avec des nouvelles personnes qui vont être en faillite, qui vont eux-mêmes entraîner d'autres faillites, et ainsi de suite. Donc il faut vraiment prendre du recul maintenant, tant qu'on le peut encore, et tant que les réseaux ne sont pas encore congestionnés. Voilà. Alors, on va attaquer notre partie technique sur laquelle je vais vous montrer un petit peu l'état où on était. Plusieurs choses. La première, c'est que je voulais vous montrer que ça y est, on a clôturé la semaine. Clôturer la semaine, ça a fait mal. Ça fait mal, mais pas tant que ça. Je pense que les chiffres, clairement, d'inflation ont sauvé la mise, ont empêché qu'on aille casser les 15 000. On est allé tester un petit peu cette zone-là. Je pense qu'on va clairement y retourner. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons clôturé de cette façon-là, qui ressemble un peu à cette bougie-là, qui ressemble... Bon, un petit peu plus agressif que cette bougie-là, mais globalement, quand on regarde le CME, donc les contrats à terme du Chicago Mercantile Exchange, on voit que on a à chaque fois des gaps qui se mettent en place. Donc ça voudrait dire que, potentiellement, on pourra avoir des news ce week-end avec de la volatilité à la baisse et une ouverture du CME en rouge avec une cassure et la mise en place d'un nouveau gap. D'accord ? Donc là, c'est ce qui s'est passé sur Terra Luna, c'est ce qui s'est passé sur le Celsius. Pourquoi pas sur FTX? Donc est-ce que ce week-end on va avoir des nouvelles? Est-ce que ça va être aussi inquiétant que Celsius et Terra Luna et 3 ici? Ou est-ce qu'on va se retrouver sur quelque chose qui va être plus contrôlé, en tout cas dans une première partie, à savoir que ça se passe un petit peu différemment. Je vous ai déjà expliqué que le marché est différent par rapport à ces périodes-là. Nous ne sommes pas du tout dans les mêmes leviers, nous ne sommes pas du tout dans les mêmes impacts. Par contre, c'est pareil, FTX fait partie d'un des plus gros exchanges, donc derrière sur lequel on avait quand même beaucoup d'institutionnels. Donc par contre, pour moi, l'impact, on le verra dans les 6 mois, 7 mois, 8 mois, qui va être un impact vraiment réglementaire qui risque de tomber. Bon, voilà, la chape de plomb réglementaire, on va la voir, c'est acté pour moi, c'est un petit peu vraiment ce qui va se passer, et on va certainement à définir, est-ce que c'est un mal réel d'obliger, par exemple, les sociétés à ne pas détenir au capital leur propre token. Bon, là, vu ce qui s'est passé, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt même positif, à voir comment réellement, est-ce qu'on va aller dans l'exagération, ou est-ce qu'on va être dans quelque chose qui va être constructif? Ça va être vraiment la question au niveau de la réglementation. On va faire un petit point aussi sur la Total Market Cap, sur lequel on a break les plus bas, ça y est, c'est fait, sur lequel on a tapé un plus bas à 738, donc on est bien dans une forme d'accumulation de week-off qu'on retrouve vraiment sur le BTC aussi, avec un SC, AR, ST, AR, STB, prise de liquidité, donc on est vraiment dans la prise de liquidité basse qui montre qu'on est en train de former potentiellement le dernier lot, pas forcément ici, d'accord, on peut aller plus bas, d'accord, on a bien la box que je vous avais donnée pour la target de 1 qui date de très très longtemps, avec notamment cet order block, donc on a les 660 en tête, avec donc du coup une cassure potentielle pour aller tester les 14 500 sur le CME, les 15 000, 14 500 sur le Bitcoin classique, sur lequel on irait faire en effet le STB dans cette zone là, pour pouvoir aller chercher un petit peu plus bas, aller chercher notamment ici les 14 000, les 15 000, sur lequel on aurait notamment quelque chose que j'ai posté, une notion de fractalité. Alors, est-ce que je l'ai encore? Voilà, je l'ai encore, parfait. Donc la notion de fractalité avec 2018, où on retrouve une petite fractale, notamment sur le dernier lot qui a été fait, sur lequel on a eu une cassure, réajustement, deuxième cassure, on retrace jusqu'à un niveau important, on rebreak, on reteste et on casse baissier. Là, on a un petit peu cette schématique-là, dans le fait où on a une première cassure retracement, deuxième cassure, on reteste la partie retracement, on casse baissier, on reteste ici, et donc la target serait sur une cassure, donc si on prend le plus bas au plus bas, on serait sur 9,29, et 9,29 ça représente 14 500, 13 500, donc c'est une boîte qu'on laisse temporairement là, et qu'on suivra au fur et à mesure. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, ok, là, on a quand même une chute, on a eu certes une belle bougie d'accélération pour contrepenser, mais on a une deuxième chute assez forte, et on va se poser la question de l'impact Ethereum BTC, qu'est-ce qui se passe, comment ça s'est déroulé, notamment la force des deux, est-ce qu'il y a une résilience du BTC, est-ce qu'on a une résilience de Ethereum? Clairement, lors de la chute, mardi, mercredi, Ethereum a pris très cher, en même temps c'est logique, hein. Je vous rappelle que Ethereum reste un actif qui est hautement
leveragé, donc qui est excessivement utilisé dans la DeFi sous forme de levier, donc on va avoir forcément des clusters de liquidation fortes, donc c'est normal qu'on ait un impact fort lorsqu'on ait un mouvement fort du prix, donc 1, 2, et ensuite on repart à la hausse, parce que, en l'occurrence, l'Ethereum a repris des couleurs plus rapidement que le BTC, et je pense qu'on va avoir quelque chose qui va stagner de cette façon-là, voire même potentiellement accélérer. J'ai du mal à me dire que potentiellement on aurait un Ethereum qui va légèrement sous-performer le BTC, pour plusieurs raisons. C'est on a déjà beaucoup moins de BTC dumping qui se fait, parce que Ethereum est passé en Proof of Stake, donc ça veut dire qu'on n'a plus les mineurs qui sont sous l'eau, alors que le BTC, là, actuellement, les mineurs sont vraiment sous l'eau. Je vous le rappelle que au niveau de la courbe de minage, on est vraiment en dessous, sur lequel, là, on a vraiment pris cher. Alors là, on est sur la schématique d'ETH à 55 à 3,5 et sur 5. Bon, on est sur le moyen plus. Là, actuellement, on est sur le moyen plus des mineurs. On n'est pas sur le mineur qui a vraiment investi et qui a un deal énergétique parfait, sur lequel on serait plus dans les alentours des 10 000, 12 000 avec les frais d'infrastructure. Mais globalement, on a une nouvelle dose de mineurs qui risque d'être sous l'eau. Donc on risque de voir notamment le hash rate chuter bientôt lors de la mise à jour pour pouvoir voir la difficulté du réseau, sur lequel on aura en effet une capitulation qui veut dire du dumping, d'accord, qui veut dire une pression vendeuse au niveau du BTC fort. Donc on risque d'avoir un BTC qui va sous-performer, un Ether lui qui risque de se stabiliser, et donc forcément à côté un cours ETH-BTC qui risque de progresser. Au niveau des états des liquidités, intéressant de voir plusieurs choses, c'est que nous avons notamment notre cassure haussière qui a été faite mardi, mercredi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là nous sommes sur la totalité des market cap des principaux stablecoins, sur la totalité du market cap global, et on voit que en effet on a eu une poussée des liquidités. Donc ça veut dire que on a notamment un transfert fort qui s'est effectué vers de la liquidité, mais on voit que ça se stabilise derrière. Il est fort possible aussi d'avoir, notamment jeudi, le 10, la grosse cassure que l'on voit là, c'est aussi une sortie des liquidités. Je parle bien là de jeudi. Jeudi, c'est là où on a eu un dépeg, notamment de l'USDT. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse partie de l'USDT qui est sortie, et derrière le repeg s'est fait classiquement. D'ailleurs, arrêtez de vous inquiéter systématiquement sur l'USDT. Je vous rappelle plusieurs choses, c'est que l'USDT dépeg régulièrement quand on a des gros mouvements, parce qu'il faut le temps que les exchanges se gèrent, mais dans tous les cas, si vous patientez, vous aurez toujours un repeg à 1, et sinon vous pouvez faire le transfert directement sur Tether. Ils assurent la parité 1-1, même si vous êtes voilà, à moins, si c'est des pegs sur l'exchange où vous êtes, c'est normal, c'est les clusters de liquidité dans lequel après il faut qu'il y ait les régulations qui se fassent entre Tether et l'exchange en question, avec les pools de liquidité et les transferts voulus. Donc toujours prenez un petit peu de recul sur Tether. Là actuellement ils sont en train de montrer qu'en effet ils sont quand même très solides sur ce qu'ils ont effectué. Ce qui est intéressant, c'est que là ils ont vraiment fait une politique de clarté et de transparence, et ça aide aussi à tenir en fait Tether, tout simplement. Ensuite nous avons les chiffres qui ont été tombé sur l'inflation, et ça a eu un impact très très fort. Donc avant d'attaquer les chiffres d'inflation, on va juste passer sur SP500, le Nasdaq et un peu les différents indices. On voit qu'on a fait notamment une journée de jeudi, regardez-moi ça, très belle journée, on dirait même que c'est de la crypto-monnaie tellement on a performé. Hop, on a fait combien ? 7% en un jour, 7% en un jour. Bon, bah voilà, on a trouvé notre nouveau Bitcoin, hein, Nasdaq et SP500, mais globalement, on a eu des grosses performances, très gros chiffres, qui a entraîné notamment une modification et un nouveau pricing de décembre et de début 2023. Je vais en discuter quand on va parler tout à l'heure de l'inflation. Le SP500, pareil, on a bien validé le break-off structure. Nasdaq, on a bien validé le break-off structure qu'on attendait de faire depuis un certain temps. Ici aussi, les targets, c'est 4000, pardon, pour le SP500. La target suivante pour le Nasdaq, c'est 12 000. Donc on a quand même un petit peu de marge de progression. Je pense que certainement on risque d'avoir une ou deux journées encore très positives avant d'avoir un retracement. Il va falloir avoir un retracement de toute façon dans tous les cas, parce qu'il va falloir donner du temps au temps, et il va y avoir de la prise de profit logique. Et ensuite on voit que le DXY, donc l'indice dollar, a décroché cette semaine, et on se dirige du break-off structure majeur qui serait le 105. Donc on pourra avoir une petite continuité, avoir un petit retracement, parce qu'on a fait quand même beaucoup d'imbalance ici, pour pouvoir après renfoncer derrière. Alors par contre,
Si on a un retracement sur le DXY, retracement sur Nasdaq et SP500, ouf, faut que ça tombe bien avec le BTC, faut qu'on soit sur une bonne nouvelle à ce moment-là, parce que si on tombe sur une mauvaise nouvelle, là ça risque d'appuyer très fort, hein. Là, si on n'a pas cassé si baissier que ça, c'est que, principalement, on a eu des bonnes nouvelles macro, donc derrière on a eu une injection de liquidité, et on a quelque chose qui s'est un petit peu maintenu, d'accord? Par contre, la résilience, là, elle est pas du tout bonne au niveau de la crypto-monnaie, donc on est sur quelque chose qui risque d'absorber un choc, très violemment, et qui risque justement de créer des effets de chaîne, donc il faut vraiment faire très attention actuellement, notamment à la macroéconomie. Donc DXY qui est plutôt positif, qui est emmené bien évidemment par la news de l'inflation, on va discuter de ça. On a l'US Oil qui repart à la hausse, classiquement avec notamment les chiffres qui sont positifs, donc ça veut dire potentiellement une diminution de l'inflation, donc ça veut dire une diminution des taux, donc ça veut dire un retour à une économie de production, donc ça veut dire un pricing qui est en train de se faire, anticiper bien évidemment. Tout est anticipé sur le fait qu'on ait une activité qui revienne. Bon, c'est pas folichon non plus, on n'a pas fait de break-up structure très fort, on n'est pas allé chercher les 93. Tant qu'on va pas chercher les 93, ça veut dire qu'on va pas repartir à la hausse. C'est juste un retracement sur lequel potentiellement on pourrait avoir une continuité baissière, ce qui serait en même temps logique au vu des consommations effectives qui sont en train d'être faites. La demande massive a été passé, et en tout cas a été pricé, avec la géopolitique qui est en train de se faire, et potentiellement des discussions qui sont en train de se mettre en place. En tout cas, on commence à avoir des informations dessus, donc potentiellement un retour semi-normal au niveau de la gestion des consommations, et ça veut dire aussi que si on a moins d'instabilité, on aura potentiellement une stabilité qui s'effectuera dans les transferts internationaux, même si clairement la Russie, on ne la reverra pas comme étant fournisseur officiel de l'Europe, mais ça n'empêche qu'on va avoir une stabilisation des cours, parce que forcément on a de l'instabilité géopolitique qui entraîne de la spéculation qui fait énormément bouger les cours. Actuellement on pourrait considérer qu'on a 30%, 40% des volumes des cours actuellement qui sont liés à la spéculation, donc forcément on a quelque chose qui est assez violent, et si on arrive sur une base de stabilité, on va avoir la spéculation qui va diminuer, et donc derrière on va revoir des cours qui sont beaucoup plus proches de la réalité, même si ça reste quand même bien loin. Donc je vous parle principalement de ces chiffres depuis un certain temps, des chiffres qui sont positifs, sur lesquels on a fait moins que prévu au niveau de l'inflation, donc ça veut dire qu'en effet on a une diminution légère de l'inflation sur le mois d'octobre, ce qui est positif, qui n'est pas encore suffisant, il faudra encore avoir un mois supplémentaire pour vraiment entamer une baisse de l'inflation, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les éléments dans lesquels on a eu une baisse d'inflation montrent que, en effet, il y a quelque chose qui fonctionne. Il y a quelque chose qui fonctionne, notamment au niveau de la food, très important au niveau de la food. On voit qu'on est passé de 0,8 à 0,6. On avait quelque chose sur lequel on était quand même assez haut, hein. 1, 2, 1, 1, 1, et là on a commencé une descente, et on voit que la descente s'accentue, donc on est sur quelque chose où on arrive à gérer au niveau de la food, ce qui est plutôt positif. Au niveau de l'énergie, on voit que on a bien poussé, ce qui est dû principalement à une réaccélération des cours, avec potentiellement un début de reprise qui commence à être pricé, donc on a 1,8, alors que les autres mois, on était majoritairement en négatif, donc on avait de l'énergie sur lequel on gagnait principalement, avec une descente réelle du pétrole, et là on voit que on a repris, mais malgré ça on se débrouille pour être toujours en dessous, ce qui est positif sur le long terme, et malgré le fait qu'en effet on a un pricing qui est en train d'être fait, qui est plutôt à la baisse, donc là on voit qu'on a quand même une inflation à la hausse sur l'énergie, alors qu'on commence à avoir un pricing à la baisse, donc ça voudrait dire que sur les prochains chiffres d'inflation, en effet, on aurait potentiellement une baisse effective qui est plus importante, si jamais on arrive à se statuer ici à 0,6 au niveau de la food, qui a un poids juste colossal, on pourrait avoir au niveau de l'énergie, une baisse au niveau de l'énergie, donc avoir un chiffre beaucoup plus faible, notamment sur le mois de novembre, sur le mois de décembre. Ensuite, nous avons au niveau des modifications sur tous les items, sans la nourriture et l'énergie, nous sommes passés à 0,3. 0,3, qu'est-ce qui porte réellement cette descente? Alors là, c'est un petit peu plus mitigé pour moi. Nous avons notamment les cars sur lesquels on a un impact, on a les medical care sur lesquels nous avons un impact, et nous avons les transports services sur lesquels on a un impact.
ce qui est intéressant de voir, c'est que majoritairement, c'est des choses sur lesquelles c'est pas forcément normal d'avoir un impact aussi fort. Ensuite, on a aussi les appareils, mais c'est assez faible dans le poids réel. Mais globalement, pour moi, je suis moins touché, en tout cas, par notamment le corps, donc c'est-à-dire les 6-3, que par la chute de la nourriture, alors qu'on a une augmentation de l'énergie. D'accord ? Donc ça, je considère que c'est moins impactant sur le long terme que le reste. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le shelter, lui, continue à augmenter, et que malgré le fait qu'il continue à augmenter, on se retrouve bien avec, à côté, une baisse du corps, donc ce qui est plutôt positif, à savoir qu'on va rentrer réellement dans la phase d'accélération très très forte d'inflation qu'on a eu notamment en 2023, dans lequel on pourra avoir justement la mise en place d'une baisse drastique de l'inflation sur début 2023. Alors, qu'est-ce que ça impacte ? Ces chiffres-là qui sont beaucoup plus positifs. Ça veut dire aussi que derrière, on a un marché qui réagit, qui commence à pricer. Qui commence à pricer un changement de politique de la Fed, ou en tout cas une affirmation que la Fed ne montera pas à 75 points, mais sera à 50 points, voire même à 25 points au niveau de décembre. La relevée des taux. Donc c'est une diminution de la relevée des taux d'intérêt de la Fed. Bon, personnellement, je pense que les 25 points sont très prématurés, même si j'ai tendance à penser que là, il y a des personnes qui sont en train de pricer ça. Moi, de mon côté, je suis plus sur du 0,5, voire même rester sur du 75 points, parce qu'en effet, ça marche. Pourquoi ralentir ? Je rappelle le discours de Powell il y a peu. Nous arrivons à peine dans une zone qui a de l'effet, et ils veulent aller vraiment dans une zone qui a beaucoup d'effets, et ils veulent le faire rapidement. Bon, quel est l'intérêt de baisser à 0,5 alors qu'on pourrait continuer à augmenter à 75 pour arriver très très vite dans les barres des 5,5 taux d'intérêt, sur lequel on sait que après on aurait la mise en place d'un plateau. Donc ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire quelque chose où on n'augmente plus ou très très peu les taux, et avant de pouvoir faire un pivot, donc avec une diminution des taux, à partir du moment où on aura une inflation qui diminuera. L'autre vecteur qui entraîne ce pricing, c'est notamment le taux d'emploi qui a augmenté. Alors, il a augmenté très faiblement quand même, on va pas se mettre... on va pas non plus tirer des conclusions, on a quelque chose qui a augmenté légèrement, donc qui n'est pas drastique, sur lequel on n'a pas encore une courbe ascendante qui est en train de se faire au niveau des emplois. Et si on avait une courbe ascendante qui se faisait au niveau des emplois, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en effet, il y a un impact sur l'économie réelle, donc ça veut dire que derrière la Fed devrait prendre en considération ça. Bon, là actuellement, le taux qui a été donné est suffisamment faible pour considérer qu'il n'existe pas, que globalement il n'y a pas d'augmentation. Donc ça veut dire que moi, le taux d'inflexion de la Fed risque d'être beaucoup plus faible que ce que le marché est en train de pricer, et ça pourrait être d'ailleurs la zone de retracement qu'on attend, justement accélération haussière, zone de retracement, avec notamment la discussion des relevés de taux. Alors après je pense que c'est peut-être un petit peu tard, on risque d'avoir un premier retracement avant, une deuxième accélération, donc plusieurs accélérations, donc 1, 2, 3, 4, 5, pour nous amener par exemple en décembre, et ensuite, bien sûr, avec l'annonce des taux, le surpricing du marché US, à savoir que le marché actuellement price toujours à la hausse depuis un certain temps, c'est-à-dire que le marché ne croyait pas que, en effet, Powell allait continuer à monter, ne croyait pas que la Fed allait continuer à monter, donc on a eu un pricing haussier déjà à la hausse avant, qui s'est cassé, et pareil, dès qu'on voit une petite étincelle, une petite lueur au fond, on price, et forcément après on a un retour à la réalité, donc il faut faire très attention. Là ce n'est pas forcément la partie FOMO, il faut juste considérer qu'en effet on puisse être à 0,5, et donc à ce moment on aura une continuité haussière, ce qui sera positif notamment pour l'ensemble de la macroéconomie mondiale, parce que ça voudrait dire qu'on aurait un DXY qui chute, et donc ça veut dire que les crypto-monnaies auraient quelque chose qui leur permettrait potentiellement de ne pas s'enfoncer plus et d'arriver sur une forme de bottom, comme on a pu le voir notamment en 2018, là on a quand même des patterns qui sont en train de se mettre en place, donc il va falloir suivre, on est vraiment pas loin, en tout cas c'est la vision que j'en ai, il va falloir juste être patient parce que FTX va prendre du temps, et on a même des patterns qui sont en train de se mettre en place. Ici c'est le taux d'intérêt sur les bonds à 10 ans et 2 ans, donc ce qui est intéressant de voir c'est qu'on est toujours en négatif, donc toujours plus intéressant d'avoir des bonds de 2 ans que de 10 ans, mais par contre quand on regarde ce qui est en train de se passer avec notamment le RSI, on voit qu'on a bien une petite divergence
haussière qui est en train de se mettre en place, ici, et ici, on a la jolie divergence, donc quelque chose qui risque de retourner à la normale. Si on regarde les prix des bounds, bon bah regardez-moi cette belle bougie, ici on est remonté directement à 100, parce que tout simplement on a les premiers signes de la lumière, donc derrière on est en train de réguler, et on va voir notamment le yielding qui risque de se régler sous peu, dans lequel on est encore assez contracté et assez inversé. Normalement on devrait avoir la courbe bleue qui représente les 2 ans et qui devrait être en dessous, et on devrait avoir quelque chose qui représente un petit peu comme ça, où on a les 2 ans, on va avoir les 10 ans, on va avoir les 20 ans, on va avoir les 30 ans, et donc quelque chose qui est normal. Là actuellement c'est inversé, et donc l'intérêt, ce qu'on va chercher, ça va être une tendance qui risque de s'inverser. On avait une divergence baissière qui était en cours déjà depuis un certain temps ici, et on voit qu'elle est en train plus ou moins de se valider. Il va falloir juste être patient, il va falloir attendre une chute au niveau des 2 ans des obligations, et là on aura en effet le signal disant que l'économie américaine est en train de repartir, et sur lequel en effet sur 2023 on pourra entraîner un pivot, et donc pivot égale réaccélération des indices, égale voilà, un cycle plutôt haussier, en tout cas plus haussier que ce qui est en train d'être pricé par tout le monde, et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer déjà depuis un certain temps au niveau des hebdomadaires, prendre du recul par rapport à ça, prendre du recul par rapport à ce qu'on vous montre et à ce qu'on vous donne comme information, en vous disant que tout va mal. Bah, l'hiver est plutôt positif, on n'a pas des froids comme on aurait pu l'avoir sur d'autres hivers, donc ça veut dire qu'on a une consommation de gaz qui est plutôt moindre. Alors c'est pas encore fini, mais on devrait avoir quelque chose qui va être assez doux, donc ça veut dire qu'on a une consommation de gaz moindre, donc ça veut dire aussi que l'overpricing qui avait été fait est en train de se réguler, donc ce qui est logique, et à côté on commence à avoir un allègement des tensions géopolitiques entre l'Ukraine et notamment la Russie. On ne parle plus trop de la Chine avec Taïwan, mais je pense que ça sera dans le même dans la même histoire, dans lequel on va avoir un tassement sur plusieurs années. On a une grosse accélération haussière au niveau des tensions politiques, et ensuite on va avoir une zone de stabilité pour repartir possiblement dans quelques années dans une réaccélération haussière de tensions politiques, mais on est sur quelque chose sur lequel on est en train de se tasser. On a derrière, à un moment donné, une structuration de l'inflation qui est en train de se mettre en place, avec une courbe descendante, parce que c'est logique qu'on arrive dans une période où on a eu un début d'accélération aussi d'inflation, donc on va arriver dans quelque chose qui va se structurer et dans lequel on va comparer d'année en année, de mois en mois, et donc derrière on va avoir une baisse normale qui va être effective. Et à côté, on a d'autres choses qui rentrent en compte. On a l'abandon du zéro Covid, de la politique zéro Covid par la Chine, donc certainement quelque chose qui va repartir en production assez fort. Donc d'ailleurs, le pétrole risque de remonter un petit peu plus rapidement que prévu, mais à côté, ça veut dire qu'on va avoir l'offre qui va augmenter, et donc la partie pesante de l'inflation. Donc on a l'offre, c'est l'inflation, c'est quoi? C'est la disparité entre l'offre et la demande, principalement avec l'injection monétaire, le fait qu'on a trop de demandes, donc trop de cash, sur lequel en effet on n'arrive pas à diluer ce cash avec de l'offre, et là on a une augmentation de l'offre à travers la Chine, le retour de la Chine, et une diminution de la demande avec notamment les taux d'intérêt très forts qui sont en train d'effectuer. Le crash obligataire est en train de s'éloigner, en tout cas sur le côté américain. Là-dessus, il va falloir par contre surveiller le côté européen, parce que le côté européen risque d'être en danger. Il va falloir à un moment donné arriver à passer le possible crash obligataire européen, parce que l'inflation est en train de diminuer aux US. Ce n'est pas le cas en Europe. Et ça peut avoir des répercussions très fortes. Ce n'est pas parce que les US commencent à repartir à la hausse qu'ils ne peuvent pas être entraînés dans un pullback très fort et violent, par notamment un éclatement de la zone euro. Donc là-dessus, il faut aussi prendre du recul par rapport à ça, sur lequel on peut avoir un gros impact, et je pense que je ferai une prochaine hebdomadaire sur la zone euro pour comprendre, pour justement vous parler de l'impact possible d'un éclatement de la zone euro sur le marché US et sur le marché général, et notamment celui qui nous intéresse, le marché des cryptos. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.